Bonjour. Donc, petite vidéo, j'en vais en faire deux. Une première sur les exercices d'entraînement que je vous ai donné, la deuxième sur les problèmes. Je vais tout corriger ici tranquillement. Vous allez me faire peut-être faire des petits allers-retours, c'est normal. J'ai mon écran qui est juste à côté là. Il faut que j'aille le voir pour bien lire l'énoncé, etc., etc. Donc, si vous me voyez hors champ, il n'y a pas de souci. Normalement, pour la luminosité, ça devrait être mieux. S'il y a des problèmes, évidemment, vous me le dites. Donc, on va commencer. Hein. La première, donc, j'ai un magicien. Il a 5 cartes en main, données par ordre d'importance croissant. D'accord. Donc, vous savez qu'on a un as de cœur, un 2 de pique, un 2 de carreau, un 4 de trèfle et un roi de cœur. D'accord. Est-ce que je le marque? Ouais, je vais le marquer. Il a donc un as de cœur. Ok. Qu'est-ce qu'il a d'autre? Il a dit un 2 de pique, un 2 de carreau. Ok. 2 de pique, 2 de carreau. Qu'est-ce qu'il a d'autre? Il a un 4 de trèfle et un roi de cœur. D'accord. Ça sont ces 5 cartes. Ok. Il les annonce, d'accord, et on pioche une au hasard. D'accord, donc vous avez 1, 2, 3, 4, vous avez 5 choix possibles déjà, c'est le premier truc. Combien y a-t-il d'issues possibles? En fait, c'est ça. Voilà. J'ai 5 issues possibles. Pourquoi? Parce que le gars, il vous dit que j'ai exactement 5 cartes. Donc vous en annoncez une au hasard. Soit c'est celle-là, soit c'est celle-là, soit c'est celle-là, soit c'est celle-là, soit c'est celle-là. Donc là, vous avez 5 issues possibles. Bon, ces exercices d'entraînement, en même temps, c'est pas censé être dur. Hein. Sont-elles les plus probables? Est-ce que j'ai autant de chances d'avoir lui que d'avoir lui, que d'avoir lui, que d'avoir lui, que d'avoir lui? Techniquement, si la personne ne veut pas essayer de nous faire un petit tour de passe-passe ou je ne sais quoi qui pourrait truquer le truc, ouais, si je la prends au hasard, si les cartes sont indiscernables au toucher, si elles sont indiscernables à l'œil, c'est-à-dire que c'est exactement toutes les mêmes cartes, hein, vous auriez des dos différents, dans ce cas-là, c'est une expérience aléatoire. Mais là, dans ce cas-là, oui, les issues sont écrites probables. Pas de souci. D'accord? Elles sont écrites probables. Pas de souci. Après, c'est vrai que on en pioche une au hasard. Ouais, ils auraient fallu qu'ils disent que normalement, c'était 5 cartes qui étaient de dos, que le dos était identique, qu'elles avaient la même taille. Bon, c'est sous-entendu tout ça. De toute façon, si on ne vous dit pas que c'est sous-entendu, et si on commence à vous dire qu'il y a des soucis, c'est parce que ça va être truqué. Donc pas de souci avec ça. Vous pouvez rajouter, pour être sûr, un jour de brevet, vous dites indiscernable. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ah. Bon, eh ben, il n'aime pas cette partie du tableau. Voilà. Les cartes, elles sont indiscernables, tout bêtement. Là-dedans, on vous dit quelles issues réalisent les événements suivants et quelle est leur probabilité. Donc en fait, il y a deux questions à chaque fois auxquelles il faut répondre. On y va, donc ça c'était la 1. La 2, on vous dit l'événement, on tire une carte de couleur rouge. Alors lui, je vais l'appeler l'événement A, d'accord? L'événement, je tire une carte de couleur rouge, pour moi, ça va être l'événement A. Donc, nous, on nous demande quelle est la probabilité et quels sont les événements qui réalisent. Alors, l'événement A, il a combien d'issues? Je regarde, l'événement A, c'est je tire une carte de couleur rouge. Le cœur, c'est couleur rouge. Le carreau, c'est couleur rouge. Le roi, c'est couleur rouge. Donc, j'ai 3 issues. J'ai 3 issues possibles. Quelle est la probabilité de cet événement? Quelle est la probabilité que l'événement A se réalise? Vous vous souvenez, dans le cas où vous êtes dans une situation d'équiprobabilité, que toutes les issues ont donc la même chance de sortir, quoi, d'être de l'expérience. Qu'est-ce qu'on fait? On fait le nombre d'issues qui réalisent l'événement divisé par le nombre d'issues qu'il y a au total. Vous avez 3 issues qui réalisent l'événement. Vous avez 5 issues possibles au total. Votre chance d'avoir donc votre événement qui se réalise, c'est 3 cinquièmes. 0,6, 60%. De façon de dire. Ok, le deuxième événement, je vais l'appeler B. Alors, l'événement B, qu'est-ce que c'est? L'événement B, ça va être
On tire une figure. C'est juste on tire une figure? C'est juste on tire une figure. Est-ce que l'as de cœur c'est une figure? Non. Est-ce que le 2 de pique c'est une figure? Non. Le 2 de carreau? Non. Le 4 de trèfle? Non. Le roi de cœur? Ouais, ce sont les figures. Alors pour ceux qui ne savent pas, les figures, c'est roi, dame et valet. D'accord. Ici, j'ai une figure, j'ai le roi, et c'est toujours pareil, je suis toujours dans une situation d'équiprobabilité, j'ai une issue, donc la probabilité que B se réalise, c'est l'issue qui réalise l'événement, divisé par le nombre d'issues totales, donc 1/5, c'est-à-dire 20%. Après, j'ai C, on tire un 2. L'événement C, on tire un 2. Vous avez vu qu'on ne précise pas quel type de 2 on va tirer. Bah, vous avez le 2 de pique, vous avez le 2 de carreau, donc vous avez deux issues. Et donc la probabilité que C se réalise, ça va être 2 sur 5. On fait pareil avec D. Je pense que là maintenant, vous avez compris le truc. Hein. L'événement D, c'est donc on tire une carte strictement plus petite que 4. Vous avez entendu? Strictement plus petite que 4. Strictement plus petit que 4, c'est-à-dire que 4, je ne peux pas le prendre, c'est pas possible. Le 2, je le prends, le 2, je le prends. Monsieur, l'as de cœur, un as, c'est toujours plus fort qu'un 4. Hein, normalement. Moi, je vous dis oui, on joue à la belote, je vous dis tout de suite, l'as, il est supérieur au 4. Hein. De toute façon, il n'y en a pas de 4 à la belote. Mais on imagine. Donc, dans ce cas-là, on fait comment? Il faut regarder, pour le cas où, il faut regarder à l'énoncé. Dans l'énoncé, on vous dit quoi? On vous dit que c'est trié par ordre d'importance croissant. Donc, en fait, quand vous avez un as, c'est tout pourri. C'est la plus petite des cartes. Donc je prends mon 2 là, mon 2 ici, mon 1 là, donc j'ai trois issues qui me réalisent cet événement-là, donc la probabilité que D se réalise, c'est également 3 sur 5. Monsieur, il y a un problème. Si on fait 3 sur 5, plus 2 sur 5, plus 3 sur 5, plus 1 sur 5, on dépasse 5 sur 5, donc on dépasse les 100%. Alors vous avez dit que la somme des probabilités, c'était toujours égal à 1. Là, on voit que c'est supérieur à 1. Il y a un problème. Ah ben oui, c'est sûr. Il y a un problème. Pourquoi? Parce que, rappelez-vous, cette formule-là, elle peut avoir de l'intérêt, mais uniquement si on fait la somme des probabilités des événements élémentaires, de tous les événements élémentaires, au passage, qui constituent notre fameux univers. Là, le problème, c'est que, je sais pas, moi, je prends par exemple le P2A, qui était avoir une carte de couleur rouge, je crois, et l'événement D, qui était avoir une carte strictement inférieure ou égale à 4, vous voyez qu'elles sont composées des mêmes issues. Hein. Il y a le 2 de carreau et l'as de cœur. D'accord? Ce pas des événements qui sont incompatibles. C'est pour ça que faire la somme des probas ici, ça n'a pas de sens. D'accord? Donc on y fait super gaffe à ça. La question de se dire, tiens, je fais la somme des probas, c'est supérieur à 1, y a-t-il un problème? Ça, c'est une bonne question. Après, il faut comprendre pourquoi. Voilà. Et bien voilà, ça c'était l'exercice 24 qu'on a fait. Tout simple. Alors normalement, le 24, vous n'avez pas dû avoir de problème. Normalement. Ensuite, hop là, il y avait le 25. Hop, je vous ai passé ça. Monsieur, j'ai pas le temps de copier. Vous mettez sur pause. Hein. C'est pour ça que c'est super pratique les vidéos. Je me suis un petit peu équipé cette fois-ci. J'ai pas un chiffon à la noix là. J'ai un vrai truc. C'est-à-dire un petit peu mieux. Ça laisse pas de traces comme la dernière fois au tableau. Alors, on lance une pièce. Vous voyez, c'est toujours pareil, des cartes, des pièces. Vous aurez des boules dans des yeux. C'est toujours la même chose. Lorsqu'on lance une pièce, donc, on a une chance sur 2 d'obtenir pile. Ouais, alors attention. Lorsqu'on lance une pièce de façon aléatoire, il faut que la pièce ne soit pas truquée et on néglige le fait qu'elle puisse retomber sur la tranche. Normalement, il faudrait dire tout ça. Donc la pièce est parfaitement symétrique et qu'elle est équilibrée, blablabla. Bla, bla. Bon, quand on vous dit rien, c'est qu'on suppose qu'il n'y a pas de souci. Et donc, on a une chance sur 2 d'obtenir pile. D'accord? Au bout de 50 lancers, on aura obtenu 25 fois pile. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Monsieur, oui, vu qu'on a 50% de chance d'avoir pile, si je fais 50 lancers, et si je prends 50% de 50 lancers, donc la moitié, ça fait 25 lancers, donc c'est bon. Hein? Faites le test chez vous. Hein, prenez une pièce, vous la lancez 50 fois et vous aurez dit si vous allez tomber 25 fois sur pile exactement.
Ah, ça va peut-être vous arriver, ouais. Mais moi, je suis presque sûr et certain que ça va pas vous arriver. Vous allez avoir un petit peu plus de piles que de face, ou un petit peu plus de face que de piles. Vous pouvez tomber sur 25, hein, mais c'est pas courant, entre guillemets. D'accord? Il faut bien y penser à ça. C'est pas parce que vous avez une chance sur deux d'avoir pile qu'au bout de 50 lancers, ben, vous avez 25 fois votre pile. Je vous donne un exemple tout bête. Si je fais 3 lancers, hein, si j'en fais que 3 de lancers, qu'est-ce qui se passe? J'ai la moitié de pile, la moitié de face, j'ai 1,5 fois pile et 1,5 fois face. C'est pas possible. J'aurai 2 fois pile, une fois face, ou 2 fois face, une fois pile, ou 3 fois face, 0 fois pile, etc. etc. D'accord? Donc ça, il faut bien y faire attention. Il faut bien y faire attention. C'est pas parce que la chance est de 50% que votre nombre de lancers quand vous allez retomber sur pile va être exactement de la moitié du nombre total de lancers. Pas du tout. Ok? Donc rien à voir ça. Rien à voir. Alors celle-là, je l'ai faite à l'oral de correction, mais c'est juste faux, quoi. Clairement, c'est juste faux. Et vous pouvez dire tout simplement, on peut très bien avoir une série avec 26 piles et 24 faces. Ça n'empêche rien, c'est quelque chose de tout à fait possible. D'accord? Ensuite, le 2, un événement avec une probabilité de 0,5 a plus de chances de se produire qu'un événement dont la probabilité est de 1 tiers. Alors celle-là est intéressante de phrase. On va dire que c'est l'événement A qui est à 0,5. On va dire que c'est l'événement B qui est à 1 tiers. Bon, 1 tiers, j'espère que vous avez l'ordre de grandeur en tête. Hein. C'est grosso modo 0,33. Donc ça, c'est 50%. Et ça, c'est grosso modo 33%. J'ai bien dit grosso modo. Hein. Bon, on voit au moins l'écart des deux. Bon, maintenant, on va regarder la question. Faire gaffe en proba, les questions, c'est important de bien comprendre ce qu'on nous demande. On nous dit un événement avec une probabilité de 0,5 a plus de chances de se produire qu'un événement dont la probabilité est de 1 tiers. A plus de chances de se produire. D'accord? Il faut bien comprendre ça. C'est-à-dire que, oui, cet événement-là, il a plus de chances de se produire que cet événement-là. Oh, on est d'accord. Hein? Mais il a plus de chances de se produire. Ça veut dire que s'il faut, c'est l'événement B qui va se produire et pas le A. Bon, c'est tout à fait possible. Hein? Monsieur, j'ai pas compris. Bon, on imagine, vous avez une urne avec tout un tas de boules dedans. Il y en a 1000. Hein, d'accord? Et vous en avez 500 qui sont bleus. Et vous en avez... Alors, il faudrait que je fasse ça mieux. Si je ne veux pas me faire avoir, vous en avez 1002. D'accord? Comme ça, vous en avez 501 qui sont donc, j'ai dit bleu, je crois. Blanche, comme vous voulez. Alors 501 bleu, il est marqué bleu à l'entier. Et on va dire que j'en ai donc un tiers exactement de 1002 qui vont être noirs. J'ai pris 1002 parce que c'est divisible par 3. 999 c'est 333, donc c'est 334. On avait 334 qui sont noirs. Bon, si je tire aléatoirement une boule de ce truc-là, et si j'appelle A l'événement, je tire une boule bleue, si j'appelle B l'événement, je tire une boule noire, vous avez exactement 50% de chance de tirer une bleue et une chance sur 3 de tirer une noire. Et monsieur, le reste des boules, c'est quoi? J'en sais rien, je m'en fiche. On met du jaune, du rouge, de ce que tu veux, ça ne m'intéresse pas. Il y en a d'autres couleurs, mais elles ne m'intéressent pas. Moi, c'est que ces deux-là que je râle pour mon exemple. Bon, vous sentez bien là que vous avez plus de chances de tirer une bleue que de tirer une noire. D'accord? Mais si on me dit là maintenant, Nicolas, tu tires une boule. S'il faut, je vais tirer une noire. Hein. Je ne tirerai pas la bleue. Mais ça a plus de chances de tirer une bleue que de tirer une noire. D'accord? C'est ça qu'il faut vraiment réussir à comprendre. J'espère avoir été clair. Donc ici, pour le 2, la réponse, évidemment, c'est vrai. Hein. C'est vrai. La 3, c'était un tableau. Hop là, attendez, je vais défiler mon tableau, moi, pour bien le voir. Hop là. Donc, vous aviez un tableau avec une situation d'équiprobabilité. Vous avez les issues, numéro 1, 2, 3, 4 et la probabilité correspondante. D'accord. Alors, ça, je vous l'efface. Hein. Hop. Bon, j'espère que vous avez compris. La 2, c'était vrai. Hein. Si votre événement il a 50% de chance de se produire, il a plus de chances de se produire qu'un événement qui a que 33% de chance. Hein.
Est-ce que... Je réfléchis. Ouais, non, c'est bon. J'ai essayé d'imaginer un exemple où j'avais un événement qui était complètement inclus dans l'autre. Dans ce cas-là, en fait, les deux événements pourraient se produire en même temps. Mais, dans tous les cas, l'événement B qui était le plus grand l'événement A qui était le plus grand par rapport à l'autre a toujours plus de chances de se réaliser quand même. Donc, pas de souci. Je n'ai pas de contre-exemple. Tout va bien. Donc, le 3, j'ai un tableau. Je vais faire mon tableau. Alors, je vais le faire vite. Hein. Là, il y a le numéro 1, là, il y a le numéro 2, là, il y a le numéro 3, et là, il y a le numéro 4. Là, c'était les issues. Et là, je suppose que ça doit être la proba. Là, c'est la proba. Et les probas correspondantes, c'est un quart, un tiers, un sixième. Un quart, un quart, un tiers, un sixième. Question, le tableau ci-compte représente une situation d'équiprobabilité. Est-ce que ça représente une situation d'équiprobabilité? J'espère que vous avez tous trouvé la réponse et que vous avez fait un gros non. Pas du tout. Pourquoi? C'est quoi déjà la définition de l'équiprobabilité? Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que toutes les issues ont la même chance d'être réalisées. C'est possible ça? Hein? Si je fais la probabilité que l'issue numéro 1 se réalise, donc l'événement élémentaire qui contient l'issue numéro 1, précisément je devrais dire ça, se réalise. Allez, un quart, oui ok très bien, mais un quart et un tiers c'est pas pareil. Un quart et un sixième c'est pas pareil, un tiers et un sixième c'est pas pareil, donc ce truc-là c'est faux. Pour avoir tout simplement toutes les issues, alors pas toutes, mais vous mettez, comment je peux marquer ça? Je pourrais marquer comme ça, P de numéro 1 est différent de P de numéro 3. Tout bêtement, hein. Les probabilités sont différentes, mais ça y est, c'est fini quoi. Ce sont des issues, elles ont une probabilité qui sont différentes, c'est pas équiprobable. Donc forcément c'est faux. Le 4. Au passage, on peut vérifier un petit truc là. Je vous avais dit que la somme des probabilités devait être égale à 1. Je serais curieux de savoir si ça marche ici. Pour voir s'ils n'ont pas omis quelque chose. Un quart plus un quart, ça fait combien ça? Hein, un quart plus un quart, ça fait la moitié, hein, donc ça fait un demi. Donc il faudrait qu'un tiers et un sixième, ça fasse aussi un demi. Parce qu'un tiers et un sixième, ça fait un demi. Et moi, j'ai pas trop l'impression. Hein. Peut-être que je me trompe, mais je pense que je vais me tromper en plus. Un tiers plus un sixième. Ça, c'est 2 sixièmes. Ah, je suis mauvais. Dans mon intuition, des fois, elle me joue des tours. 3 sixièmes, ça fait bien un demi. Donc c'est bon, la somme des probas ici, elle faisait bien. Le 4. Si on tire 3 fois de suite une boule rouge d'une urne contenant des boules rouges et des boules jaunes, alors on a plus de chances d'obtenir une boule jaune au prochain tirage. Ça, c'est le genre d'exercice que j'aime beaucoup personnellement. Alors on la refait. Vous avez une urne dans le 4. Donc là, je suis au 4. Vous avez une urne. Elle contient plein de boules. Bon, il y a plein de boules. Parmi toutes ces boules-là, vous savez qu'il y en a des rouges, vous en avez qu'il y en a des jaunes. Il y en a des rouges, il y en a des jaunes. Mais on vous dit un truc qui est super important. On vous dit que attendez, si on tire 3 fois de suite, non, on ne sait même pas combien il y a de boules rouges et de boules jaunes, on ne sait pas la proportion entre elles, c'est juste qu'il y a des boules rouges et des boules jaunes. Et on vous dit, voilà, je tire 3 fois de suite une boule rouge. Donc j'obtiens rouge au premier tirage, rouge au deuxième tirage, rouge au troisième tirage. D'accord? Et puis on vous dit, tire une quatrième fois. Et on vous dit, on a plus de chances d'obtenir une boule jaune au prochain tirage qu'une boule rouge. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? La question, c'est ça. Ben, tout dépend. Tout dépend. Moi, là, pour moi, il y a un petit élément qui vous manque. Je relis pour le cas où. Hein. On vous dit juste qu'on tire 3 fois de suite une boule rouge. D'accord. Contenant des boules rouges et des boules jaunes. Ok, d'accord, très bien. Mais on ne vous dit pas combien il y en a, on ne vous dit pas la proportion. Je prends un exemple tout bête. Si dans votre urne,
on imagine que c'est autant de boules rouges que de boules jaunes. Ouais, ben, au prochain tirage, là, j'ai pas plus de chances d'obtenir une jaune qu'une rouge. C'est pas parce que vous avez tiré 3 fois d'affilée rouge que le prochain tirage, vous avez plus de chances d'obtenir une jaune. Ça n'a strictement rien à voir. D'accord? Pourquoi? Parce que quand vous êtes ici, là, vous regardez ce tirage-là. Ce qui s'est passé avant, vous vous en fichez quelque part. Vous regardez ce tirage-là. Et vous dites, voilà, j'ai une urne, j'ai 50% de boule rouge, 50% de boule jaune. Quelle est ma chance de tirer une jaune par rapport à la rouge? Est-ce que j'ai plus de chance ou pas? Ben non, il y a 50-50. Donc a priori, il y a une chance sur deux que tu as une jaune, une chance sur deux que tu as une rouge. Pas plus de chance d'avoir une jaune que d'avoir une rouge. Malgré le fait que tu aies 3 fois eu rouge avant. Et ça, c'est quelque chose de très contre-intuitif pour les gens. Ils disent, ah, attendez, j'ai eu 3 fois rouge, alors forcément, là, j'ai plus de chance d'avoir une jaune. Eh bien non. Si tu as autant de rouge que de jaune dans ton urne, ben là, tu n'as pas plus de chance de l'avoir. Si tu avais plus de boules rouges que de boules jaunes dans ton urne, tu aurais plus de chances d'avoir une boule rouge ici que d'avoir une boule jaune. Si tu avais plus de boules jaunes que de boules rouges dans ton urne, ici, tu aurais plus de chances d'avoir une boule jaune. Vous voyez le truc? Ouais, mais monsieur, c'est quand même super bizarre ça, parce que pour avoir quand même 4 fois le rouge d'affilée, il faut avoir un petit peu de chance. Et en fait, c'est là où il faut faire attention. Soit tu dis, le résultat de mon expérience, c'est le, comment dire ça? Ça va être le quadruplé de couleurs que je pourrais obtenir. D'accord? Un petit peu comme quand vous dites, ah ben, j'ai tiré 2 fois un piège, j'ai eu 2 fois pile ou 2 fois face. Vous voyez, il faut faire attention à ce qu'on s'intéresse. Ici, on s'intéresse uniquement au 4e tirage. On ne s'intéresse pas aux 4 résultats possibles successifs. Alors oui, tu aurais 4 résultats successifs possibles. Là, avoir rouge, 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 ça commence à faire faible comme probabilité. Ouais, mais c'est pas ce qu'on te demande ici. Ici, on te dit, voilà, tu as tiré 3 fois, tu as eu 3 fois rouge. Tu t'en fiches. On te dit, je suis au 4e tirage. Qu'est-ce qui va être le plus probable d'avoir du rouge ou du jaune? Eh bien, ça dépend des conditions de départ. Si tu as plus de boules rouges, tu as plus de chances d'avoir la rouge. Si tu as plus de boules jaunes, tu as plus de chances d'avoir de la jaune. Et si tu en as en part égale, tu as autant de chances d'avoir l'une que l'autre. Donc cet exercice-là, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Eh bien, ça dépend des conditions de départ. Donc, si vous aviez un truc comme ça au brevet, eh bien, il faudrait dire tout ce que je dis, il faudrait considérer les 3 cas. Si on ne précise rien. Là, vous avez plus de proportions, soit en rouge, soit en jaune, soit à quantité égale. 3 cas. Si vous avez plus de rouge, vous avez plus de chances d'avoir rouge. Si vous avez plus de jaune, vous avez plus de chances d'avoir la jaune. Si vous avez rouge et jaune à quantité égale, vous avez autant de chances d'avoir rouge que jaune. Voilà. Celui-ci, c'était pour moi le moins évident. Voilà, je trouve que c'était le moins évident. Ensuite, je vous avais donné, attendez, je regarde, hop, je vous avais donné le 24, le 25, le 27, 29, 31. Ok. Hop. Vous savez quoi? Je vais me le marquer parce que sinon je vais l'oublier. Le 27, 29 et 31. Allez, on est parti. Hop, et faire ça. Donc vous voyez, faites super gaffe à ça, parce que des probas, vous allez en faire quand vous allez être au lycée, c'est sûr et certain. Vous allez faire des stats également. Lisez bien l'énoncé. Lisez bien l'énoncé. Et c'est le souci quand on fait des exos, même nous en tant que prof de maths, quand on fait des exos sur les probas, on a toujours peur d'omettre une information. Et si vous ne l'avez pas, des fois vous posez des questions, vous dites ouais, mais si j'avais ça, comment je ferais quoi? Ce qui n'est pas évident dans les exos de probas, vraiment pas. Alors, le 27, on y va. Vous avez une urne. Elle contient un jeton numéroté 1, 2 jetons numérotés 2, 3 jetons numérotés 3, et ainsi de suite jusqu'à 9. Waouh! Bon, d'accord, je vais faire une grande urne. 1, 2, 2, 3, 3, 3. Vous avez compris le truc. Et je vais jusqu'à 9 comme ça. Bon, d'accord, c'est très bien. Combien y a-t-il de jetons dans l'urne? Alors ça c'est très marrant, entre guillemets, vous allez le voir quand vous ferez les suites, vous ferez ce qu'on appelle les suites arithmétiques, et c'est ça, c'est une suite arithmétique, c'est la somme.
unité arithmétique. Bon, alors moi, de mémoire, la formule, c'est n plus 1 sur 2. C'est-à-dire que si je remplace n par 9, ça devrait me donner le nombre total de boules. Je le fais. 9 fois 9 plus 1, c'est-à-dire 10 divisé par 2, donne 9 fois 5, c'est-à-dire 45. Bon, moi, je vous dis, il y a 45 jetons dedans. Monsieur, on ne la connaît pas, cette formule. Bah ouais, vous allez devoir compter. Eh ben, on y va. 1 plus 2, 3, plus 3, 6, plus 4, 10, plus 5, 15, plus 6, 21, plus 7, 28, plus 8, 36, plus 9, 45. Non, vous devez compter comme ça. 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7, plus 8, plus 9, 45. Et monsieur, il n'y avait pas une façon bien plus rapide de le faire? Ben si. 10, 20, 30, 40, 45. On peut le faire comme ça. Et en fait, vous voyez comment j'ai associé là les nombres entre eux? Et bien en fait, c'est ce que fait cette formule-là, techniquement. Voilà. Juste ça. Juste ça. Pour info, ça, historiquement parlant, il y avait un truc avec un mathématicien qui s'appelait Euler qui avait trouvé ça quand il était au primaire. Un gars assez balèze. Un gars assez balèze. Donc ça, c'est la question 1. Mais je ne vais pas dire de bêtises. Historiquement parlant, je ne me rappelle plus. J'avais un livre sur ça, il faudra que je le relise d'ailleurs. La 2. Qu'est-ce que c'était la 2? Est-on en situation d'équiprobabilité? Ah, alors ça c'est intéressant comme question. Ça c'est intéressant. À la fois oui, à la fois non. Alors je m'explique. On ne sait pas si on est en situation d'équiprobabilité ou pas. Pourquoi? Parce qu'on ne précise pas notre expérience. Et ouais, votre expérience, ça va être quoi là? Hein, je regarde, on vous dit j'ai une ion contenant un jeton, etc. etc. Ouais, d'accord. Mais on ne vous dit pas qu'est-ce qu'on fait, on vous dit juste qu'est-ce qu'on a. D'accord? Alors maintenant, je vais vous donner deux trucs. Le premier, c'est je tire un jeton et je regarde son numéro associé. Si mon expérience aléatoire, c'est ça, alors on n'est pas dans une situation d'équiprobabilité. Monsieur, pourquoi? Ben, vous vous sentez bien, vous avez plus de chances d'obtenir 2 que d'obtenir 1, vous avez plus de chances d'obtenir 3 que d'obtenir 2, etc., etc. La probabilité d'avoir un jeton 1, la probabilité d'avoir un jeton 2, etc., etc., vous voyez que ça ne va pas être les mêmes, les probabilités vont être différentes entre elles. D'accord? Donc, si c'est ça notre expérience aléatoire, oui, on n'est pas dans une situation d'équiprobabilité, parce qu'ici, on considérerait que les issues, c'est le nombre que j'obtiens à la sortie. D'accord? Maintenant, si votre expérience aléatoire, c'est je regarde un jeton en particulier, je tire un jeton, d'accord? Et quelle est la chance d'obtenir le jeton 2 qui est par exemple bleu? On imagine que tous les jetons ici sont de couleurs différentes. Absolument tout ça. Et des dégradés et tout, on peut le faire, c'est pas un problème. Ça, on ne vous le dit pas, on ne vous le précise pas. Mais dans ce cas-là, ouais, on pourrait, dans la situation de probabilité, on pourrait dire que là, c'est un 3 bleu, un 3 rouge, un 3 jaune. La probabilité d'avoir le 3 bleu, c'est exactement la même probabilité que d'avoir le 1 qui est ici, que d'avoir le 2 violet, que d'avoir le 2 rouge, etc., etc. Vous voyez le truc? En fait, si à chaque fois, il y avait un moyen de discerner chacun des jetons, vous serez dans une situation d'équiprobabilité. Vous n'avez pas plus de chances d'avoir ce 9-là que ce 9-là, par exemple. D'accord? Maintenant, ici, je pense qu'il sous-entendait que vous aviez que 9 issues possibles, parce que le résultat de votre expérience aléatoire, ce serait, je vais regarder le chiffre, pardon, que j'obtiens. Ouais, la probabilité d'avoir un 1 ou la probabilité d'avoir un 2, c'est pas la même. La probabilité d'avoir un 3, c'est pas la même, etc., etc. Donc pour moi, là, je vous dirais que c'est pas équiprobable ce truc. D'accord. Et en fait, tant qu'on ne vous spécifie pas votre expérience et votre univers, c'est pas si évident de répondre à ça. Mais moi, je pense que c'est dans ce sens-là qu'il fallait comprendre. Mais bon, moi, j'aurais essayé d'étayer ça un petit peu plus. Quelle est la probabilité de tirer un jeton 1, un jeton 5, un jeton 7? Bon, ben là, on va le voir tout de suite. Hein.
je vous l'ai dit, la probabilité d'obtenir le 1, qu'est-ce que ça va être? Monsieur, ça va être le nombre d'issues qui réalise 1 sur le nombre d'issues au total. Vous voyez que le nombre d'issues au total, vous en avez combien? Vous en avez 45. Vous avez 45 jetons au total. Combien il y a d'issues qui réalisent? J'ai le 1, il n'y a qu'un seul jeton. J'ai une chance sur 45 d'obtenir le jeton 1. Mais pour obtenir le jeton, c'est quoi déjà? C'est 5 et 7. Ben, c'est toujours sur 45. Ça ne pose pas de problème. Maintenant, obtenir 5, comment je fais? Ben, je sais que j'ai 5 jetons qui réalisent l'événement, j'obtiens 5. Hein, j'ai 5 jetons. Ben, je tire le premier 5, le deuxième 5, le troisième 5, le quatrième 5, le cinquième 5, c'est possible. J'ai 5 issues qui me permettent d'avoir un jeton avec écrit 5 dessus. Donc j'ai 5 chances sur 45. Au passage, quand vous faites des probas, les fractions, si vous pouvez les simplifier, il faut le faire. D'accord? Donc 5, 45, c'est dans la table de 5, c'est 9, donc ça c'est 1 neuvième. Et le dernier, P de 7, près de obtenir 7 comme jeton, ben, j'ai 7 jetons sur les 45. 7 c'est un nombre au premier, 45 il est au-dessus du nombre premier, je sais que la fraction est irréductible. Donc je le laisse comme ça, 7 sur 45. Donc ça c'est vos 3 probabilités. Donc à chaque fois, nombre d'issues qui réalisent l'événement divisé par le nombre d'issues au total. Et la dernière question, quelle est la probabilité d'obtenir un jeton multiple de 3 ou un jeton pair? Alors on y va, je vais le faire, moi je vais le faire là, hein. C'est bon, vous avez le schéma en tête normalement. Hein. Hop. Donc on y va, on est à la 4. Je vais dire que A, mon événement c'est multiple de 3. Ah, il faut se souvenir de ce que c'est qu'un multiple de 3. J'espère que vous savez ce que c'est qu'un multiple. Hein, ce sont les nombres qui sont dans la table 2. Donc là, il faudrait savoir tous les nombres qui sont dans la table de 3. Je vous fais la table de 3. Hein. Vous avez 3, vous avez 6, vous avez 9. Monsieur, on a 12 aussi. Ouais, mais les jetons, ils s'arrêtent jusqu'à 9. Vous avez donc 3 jetons qui vous donnent un 3. Vous avez 6 jetons qui vous donnent un 6. Vous avez 9 jetons qui vous donnent un 9. Donc vous avez combien d'issues au total? 6 plus 3, 9, plus 9, 18 sur les 45 possibles. 18 sur 45. Rappelez ce que je vous ai dit ici, on simplifie dès qu'on peut. C'est un multiple de 3, le 45 c'est aussi un multiple de 3. Ah ouais, 4, 5, 9, 8 et 1, 9. La somme des chiffres, si elle est dans la table de 3, alors c'est le nombre divisible par 3. Donc ça c'est 6 fois 3. Et ça c'est 3 fois 15. Et j'aurais même pu vous dire que c'était dans la table de 9, parce que c'est exactement le même truc. 8 plus 1, 9, 5 plus 4, 9, donc ça c'est encore divisible par 3. Et donc ça fait 2 cinquièmes. Voilà, 2 cinquièmes, c'est pas grosso modo, c'est exactement 40%. Et ensuite, on vous demandait P de B, sachant que ici, B c'était obtenir un nombre pair, donc je marque juste obtenir un pair. Hop, que vaut P de B dans ce cas-là? Eh bien, je refais exactement la même technique. Je vais lister. Quand est-ce que j'obtiens des nombres pairs? Bon, ben on y va. On le fait. Quand est-ce que j'obtiens un pair? Ben, un pair, il y a 2. Il y a 4. Il y a 6. Il y a 8. Et c'est tout. 6 et 4, 10. 8 et 2, 10. Donc ça fait 20 jetons au total. Vous avez donc P de B, c'est 20 issues sur les 45 possibles. Monsieur, est-ce que ça, on peut le simplifier? Non, parce que... excuse-moi, je suis mauvais, bien sûr que si. Par 5. La table de 5, la table de 5.
Ça, c'est 5 fois 4. Et ça, c'est 5 fois 9. Là, je peux plus y toucher. Ça, c'est grosso modo 44,44%. Et puis, ben, écoutez, voilà. Voilà. C'est tout. Ça, c'était pour le 27. Voilà, le 27. Il me reste maintenant le 29 et le 31. Alors, je vais diminuer pour voir un petit peu le 29. Attendez. Hop, petit souci. Voilà. Hop, souci réglé. Je peux passer ça. Hop. Alors, je prends mon temps, hein. Vous allez voir que je dis souvent la même chose, j'essaie de répéter comme je pourrais le faire en classe, quoi. Mais s'il y a des trucs qui vous paraissent pas clairs, dites-le moi, quoi. Moi, je crois que j'ai eu 3 personnes ces vacances qui m'ont posé des questions. 3. J'ai eu une 4e personne qui m'a dit, monsieur, j'ai strictement rien compris, vivement qu'on reprenne en cours. Ouais, je me doute qu'il y en a plus de personnes. Essayez un petit peu, quoi. Si vous n'avez pas fait ces vacances, essayez de le faire vraiment cette semaine. Alors, on y va. Vous avez le fameux détruqué à 8 faces. Ça, c'est rigolo, ça. Qui donne les probabilités ci-contre définies en fonction de P. Est-ce que c'était pas celui-là que j'ai dit qui était intéressant? Je pense que c'était celui-là. Donc, vous avez 8 issues possibles. Allez, je refais le tableau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là, en fonction de P. P sur 2. Ah, celui-là, si vous n'êtes pas arrivé, je vous en veux pas trop. 3P sur 2. Mais j'ai vraiment trouvé cool. 2P, P sur 4. 2P, P sur 4. 3P sur 4, P et P. Monsieur, on n'a rien compris. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Là, vous avez les issues. Et là, vous avez la probasse aussi. On ne comprend pas, monsieur. Il y a des P partout, on ne comprend rien. Qu'est-ce qui se passe? Comment on peut faire? C'est trop dur, trop compliqué. Non, il faut juste faire un petit peu attention. Allez, on vous dit quoi? On vous dit que ça, ce sont les probabilités de chacune de vos faces. Un dé à 8 faces, ça existe. Ça s'appelle l'icosaèdre. Je vous montrerai, j'en ai construit avec mes 6e cette année. Alors, comment on fait ça? Déjà, il faut se rappeler d'une chose. Ça, ce sont toutes les issues possibles. Okay. Il y a un truc que je vous ai dit dans le cours, dans la vidéo explicative de cours, et en début de vidéo, là, je vous ai dit que la somme de toutes les issues possibles, là, pour les probas, je parle, qu'elles se réalisent, ça doit faire 1. Donc, il faut que P plus P sur 2 plus 3P sur 2 plus 2P plus P sur 4 plus 3P sur 4 plus P plus P, eh bien, il faut que ça fasse 1. Obligatoirement. Vous n'avez pas le choix. Mais monsieur, mais comment on fait? C'est pas possible, c'est trop chaud, c'est trop dur. Non, c'est additionner les fractions entre elles. Vous avez du mal avec P, remplacez-le par X si vous voulez. C'est pareil que faire X plus X sur 2 plus 3X sur 2 plus 2X plus X sur 4 plus 3X sur 4 plus X plus X. C'est ça qu'on vous demande de faire, avec juste des coefficients qui sont sous forme fractionnaire. Bon, on y va. Monsieur, moi je sais pas additionner, on met tout sur le même dénominateur. Personnellement, je ne le ferai même pas. Vous savez pourquoi? Allez. Allez, je vous aide un petit peu. Là, je fais comme en 6e. Hein. Je suis sérieux. Hein. Je regarde qu'est-ce qui peut se mettre ensemble. Dites-moi, ça c'est P. P sur 2 plus 3P sur 2. Monsieur, ça fait combien ça? Ça fait combien ça? Des P là, vous en avez combien? Vous en avez un demi. Je vous rappelle que P sur 2, mettre là. Je vous rappelle que P sur 2, c'est exactement un demi de P. C'est la même chose, hein, d'accord? Parce que P fois 1, ça fait P.
Et ça, c'est 3 demi de P. Bon, ben en fait, là, vous avez 1 demi, là, vous avez 3 demi. Bon, vous avez 1 demi plus 3 demi, ça fait 4 demi. 4 demi, ça fait 2. Donc là, vous avez 2 P. Bon, mais là, j'ai encore 2 P. P sur 4 plus 3P sur 4. Imaginez qu'ici, vous avez un 1. C'est comme si c'était un 1 quart plus 3 quarts. 1 quart plus 3 quarts, ça fait 4 quarts. 4 quarts, ça fait 1. Donc ça fait 1 P, c'est-à-dire juste P, quoi. Plus ben, le P qui est ici, plus le P qui est ici. Ça va faire 1. Bon, ceci fait, j'espère que ça, maintenant, vous savez le faire. Hein. P plus 2P, ça fait 3P. Plus 2P, ça fait 5P. 6P, 7P, 8P. J'en suis là. C'est-à-dire que 8P doit faire 1. C'est-à-dire que 8 fois P doit faire 1. 8 fois cette valeur doit faire 1. Combien vaut P? Eh bien, il vaut un huitième. Je divise par 8 de chaque côté. Oh, j'enlève le 8 ici. Donc 1 divisé par 8, donc 1 huitième. Donc il faut que mon P soit égal à 1 huitième, c'est-à-dire 0,125. Voilà. C'est-à-dire que ici, vous avez 0,125. 0,125. 0,125. 0,25. La moitié, c'est 0,0675. La moitié de ce truc-là, ça va faire du 0,0335. Je ne vais pas dire de bêtises. Enfin, je ne sais pas si c'est posé comme question d'ailleurs. Que vaut P? Bah non, c'est fait là en fait. Ça, c'est la première question. Que doit vérifier P? Bah, il doit vérifier ça, puisque la somme des probabilités, ça fait 1. Combien vaut P? On l'a calculé ici. Et je lui ah, c'est tout, il ne demande même pas de compléter le tableau. Oh, zut. Bon, bah, si vous deviez compléter le tableau, vous vous embêtez pas. Donc là, c'est 0,125. Là, vous faites 0,125 divisé par 2. Là, vous faites 1,5 fois 0,125, etc., etc. Vous prenez P, vous multipliez par le coefficient K devant, ça vous donnera votre valeur. Tout bêtement. Donc voilà, celui-ci, je le trouve intéressant. La première question est évidemment celle qui vous permettait de tout faire. Monsieur, ça, je n'aurais jamais trouvé. Bon, si vous ne pouvez pas trouver, vous savez qu'est-ce que vous dites hein, sans même écrire le calcul. Vous aurez pu marquer, je sais que la somme des probabilités des issues, des événements alimentaires, on va dire comme ça, je sais qu'elle doit faire 1. Marquez-le au moins ça. D'accord? On sait que vous avez une certaine connaissance et vous savez que c'était quelque chose que vous deviez appliquer, mais qu'après vous avez été bloqué par rapport à la lettre P qui était là-dedans. D'accord? Il faut marquer. Et ici, c'est simplement du calcul algébrique classique. Genre, si vous ne savez pas faire ça quand vous êtes en seconde générale, il faut arrêter les maths. Mais pour de vrai, hein, si vous avez du mal à passer de là, à maths, ça ne va pas. Donc, il va falloir le bosser. Hein. C'est quelque chose qui est censé être simple, ça. Le passage de là à là, c'est censé être très simple. Un quatrième doit le faire assez facilement. Voilà, pour info. Et là, on a fait le 29. Il me reste 31 pour les je m'entraîne. Hop, donc le 31. Ah oui, c'était celui-là. Forcément. Hop, je lui montre qui est là. Hop, on passe ça. Non, à la limite, celui-ci, si vous n'avez pas réussi, parce que vous n'avez pas eu l'idée de départ, je peux comprendre. Quand on voit le tableau, on a un petit peu peur, on dit oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Alors, souvenez-vous d'un truc, en maths, vraiment, en maths, scolairement parlant, en maths, quand vous avez un truc qui a l'air d'être compliqué, c'est qu'en fait la réponse est assez simple. Au contraire, quand vous avez un truc qui vous paraît méga simple, méfiez-vous. Parce que des fois, ça peut ne pas être évident. Alors, ici, on a quoi? On lance un dé à 6 faces. On se demande s'il est truqué. Voilà, on a un dé à 6 faces, on ne sait pas. On fait 3 lancers, on a obtenu 2 6 et un 3. Bon, est-ce que je peux conclure? Est-ce que je peux dire, ah bah ouais, ce dé est truqué, j'ai eu 2 fois 6, forcément c'est qu'il est truqué sur le 6 va apparaître plus souvent. Non, non, je ne peux pas conclure, là on ne peut pas. On ne peut pas conclure. Pourquoi on ne peut pas conclure, monsieur?
Pourquoi il n'y a pas eu assez d'essais? Petite dédicace. Je crois que c'est un essai. Ah, je sais plus. Ah, terrible. Je ne sais pas s'il y a un E ou pas là, ça demande d'essai. Il faudra que je regarde. Donc, petite dédicace, donc évidemment, à Emmerich. Hein. Il n'y a pas eu assez d'essais, tu comprendras. Voilà. Donc, sinon, ici, il me faudrait beaucoup plus de tirages, en fait. D'accord? Mais monsieur, pourquoi? Ben, rappelez-vous, la loi faible des grands nombres. Je sais que la fréquence d'apparition pour une issue, elle va tendre vers sa probabilité, mais que si je fais un très grand nombre de tirages, d'essais, là très clairement je l'ai fait que 3 fois, c'est pas suffisant. Non, là je peux pas conclure, je peux pas savoir. S'il faut les truquer, hein, j'en sais rien, mais je peux pas dire, il y en a trop peu. Le 2, que faudrait-il faire pour savoir s'il est truqué? Je viens de le dire, il faudrait réaliser un très grand nombre de lancers. Et quand je dis très grand nombre, c'est un très grand nombre. Hein. Vous pouvez prendre 10 000, 100 000, voilà, un truc un peu costaud. Quoi. À partir de 10 000, normalement, ça va. Je crois que c'est ce qu'ils ont fait, voilà, ils l'ont fait avec 10 000 lancers. Ils ont fait donc 10 000 lancers, donc hop, je vais diminuer un petit peu pour voir le tableau. Il y a les résultats suivants en fonction des 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, je fais ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et il obtient quoi là? C'est 1360, 1299, 1401, 1372, 1414 et 3154. Premier truc que je ferai, moi j'additionnerai tous les nombres là pour voir si on retombe bien sur 10 000, pour être sûr. Alors, calculer la fréquence d'apparition de chaque face. On va faire la fréquence. Je l'appelle F, je la mets en dessous. Monsieur, on fait comment pour calculer la fréquence? Alors, il y en a qui vont se souvenir de quantité concernée sur quantité totale. Ouais, c'est ça. Donc en fait, ici, ça va être quoi? Ça va être le nombre d'essais qui est concerné, sur lequel on a eu le 1 divisé par le nombre d'essais total, c'est-à-dire sur 10 000. 10 000, ça a 4 zéros. Je décale la virgule de 4. C'était dur hein, comme fréquence à calculer ça. C'était super chaud. Voire notion de sixième. Voilà. J'ai divisé par 10 000. Je divise ça par 10 000, 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 et ça par 10 000, et ça me donne ça. D'accord? Votre fréquence, quoi. L'effectif concerné sur l'effectif total. L'effectif concerné et l'effectif total qui était de 10 000. Bon, ok, d'accord, très bien. Donc, j'ai complété. J'ai fait mes fréquences et ensuite, qu'est-ce qu'on me dit? Question 4. Sur la base de ces résultats, faites une supposition sur la probabilité d'obtenir un 1, un 6 conclurant. Bon, on y va. C'est quoi la probabilité d'obtenir un 1? Bah, la probabilité d'obtenir un 1, c'est 0,136. Alors attention, ceci est un modèle. C'est-à-dire que si je faisais 1 million ou 1 milliard de tirages, je n'aurais pas tout à fait la même fréquence. Elle serait proche, hein, s'il faut, ce serait du 0,1, 3, 5, 0, 2, 7, 8, 9, 1, 4, 7, quelque chose comme ça. Quoi. Mais là, on nous dit bien, sur la base de ce résultat, faites une supposition sur la probabilité. Ben, je vais supposer dans ce modèle que j'ai, parce que j'estime que j'ai fait un nombre d'avancées qui était suffisant, donc j'ai le droit d'invoquer la loi des grands nombres, la loi des grands nombres qui dit que la probabilité que mon événement se réalise, donc ici avoir le 1,
ça va être quoi? Ça va être le nombre de fois qui se réalise divisé par le nombre de fois où j'ai fait mon expérience. Donc, vers ma fréquence. Donc là, c'est un modèle. Ça ne veut pas dire que c'est vrai, c'est un modèle. J'ai 0,136. La probabilité d'avoir un 6, par contre, normalement, j'aurais marqué ça. J'aurais marqué loi faible des grands nombres, la fréquence s'attend vers la probabilité que mon élément se réalise. Donc, je peux supposer que, ou je peux faire un modèle où P de 1 c'est 0,136, P de 6 c'est 0,3154. Conclure. Est-ce que ce dé est truqué? Ouais, d'accord. Il est clairement truqué. De toute façon, vous voyez, ici, ici et ici, moi j'ai vraiment l'impression que elles sont toutes quasiment pareilles. Si vous regardez en fait là, vous avez du 0,13, 0, ça c'est 0,13 si vous arrondissez au centième, 0,14, 0,14, 0,14. Vous voyez que qu'elles sont très très proches ces 5 là, mais pas ici. D'accord? Pas ici. Donc voilà, et vous voyez que c'est grosso modo, c'est 2 fois plus, c'est 2,5 fois plus important d'obtenir un 6 que d'obtenir un 1, ou un 2, ou un 3, ou un 4, ou un 5. Donc voilà, donc là très clairement, elles sont différentes. Le dé est truqué, quoi. Monsieur, pourquoi le dé est truqué? Le dé est truqué parce que les probabilités d'obtenir un 6 et un 1 sont différentes. Monsieur, là aussi elles sont différentes. Ouais, mais elles sont très peu différentes, tandis que là, quand même, la différence, elle est 2 fois et demi supérieure quasiment. Donc là, c'est trop gros. Là on sent qu'il y a un problème. Là. On sent qu'il va y avoir un truc qui a été truqué. D'accord? Donc voilà, votre dé est truqué. C'est comme ça qu'on fait, hein, pour savoir si les dés sont truqués en casino. Hein, ce qu'on peut faire, c'est que quand vous avez une société qui fabrique les dés, on les prend et on les teste. Il les teste, il les teste, il les teste, il les teste. Alors, je ne sais pas si c'est une machine qui le fait, j'espère en tout cas, mais on peut vraiment voir comme ça si un dé est truqué ou pas en le testant sur un très 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 grand nombre de fois. Après, vous avez d'autres systèmes, hein, vous avez des systèmes de pesée, vous regardez les centres de gravité de votre objet, etc., etc. Il y a plein de trucs pour vérifier. Mais c'est une des façons de faire. Je pense qu'à l'époque, il n'y avait pas d'autres moyens que ça. Voilà. Et c'est tout parce que j'ai fini mon 31 là. Donc pour cette vidéo-là, pour les premiers exercices, c'est fini. Du coup, je vais arrêter, je vais attaquer la deuxième. Et puis je vous dis à très très vite. Si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas. Si vous avez peur de marquer votre question en commentaire public, envoyez-moi un message sur Pronote, il y en a qui me l'ont fait. Je réponds, il n'y a pas de souci. Voilà. Allez, à très vite.